Bienvenue dans cet épisode du podcast puisque c'est un épisode solo et pour cet épisode solo de la semaine, voire du mois, je ne sais pas, nous sommes actuellement en live du coup sur YouTube et sur Twitch et je ne sais absolument pas de quoi nous allons parler. Bienvenue à tous. En fait là j'avais une idée qui m'a été proposée par mon très cher rédac chef qui s'appelle Thibaut et qui m'a dit: «Viens, fais une vidéo sur tes échecs». C'est une très bonne idée. Sauf qu'en fait, je me suis dit: «J'ai pas envie de vous plomber» parce que le dernier épisode solo, c'était sur un peu mes problèmes de saleté et tout et vu qu'en ce moment, je vais pas super bien, je me suis dit que j'avais pas très envie de vous raconter des trucs très négatifs. Voilà, donc je me suis dit que pour mes échecs, je le ferai plus tard et je me suis dit: «Tiens, un peu de légèreté dans un épisode solo et pas sous l'eau et en même temps je suis sous l'eau, eh bien on peut faire un truc où je réponds à vos questions, où on échange, où on fait une genre de FAQ improvisée». Je viens d'arriver, mais ce serait trop bien d'avoir un podcast solo vie campagne versus vie Paris avec les nuances que tu sais mettre. Je peux déjà vous répondre sur ce truc de vie à la campagne et vie à la ville, on va dire. Je peux complètement vous en parler maintenant. Je suis pas sûre que il y ait besoin de faire un épisode entier à ce sujet-là. Eh bien, écoutez, ça fait donc maintenant 3 ans et demi, voire presque 4 ans qu'on a quitté Paris. J'ai donc vécu à Paris absolument toute ma vie. Bon, j'ai vécu en Inde, mais j'ai sinon vécu à Paris toute ma vie, dans le 9e à Paris. Et puis après, quand j'ai rencontré mon concubin, eh bien, on est parti, on est resté à la Madeleine pendant un petit temps en coloc. Et puis après, on est parti dans 2 appartements, 3 appartements, 2 appartements. Et puis, on est parti vivre dans le sud pour tout un tas de raisons que vous connaissez peut-être. Et en fait, on est parti dans le sud parce qu'on déjà, on avait en vrai envie de quitter Paris parce qu'avec un enfant, tout ça, on n'avait plus très envie. Ça faisait déjà quelques années qu'on allait dans le sud pour voir nos anciens potes et tout. Et en fait, on s'était dit, bah tiens, c'est cool. Et donc on est parti, on a vécu 2 ans et demi là-bas. Au bout de 2 ans et demi, on s'est dit, en fait, on a loué, c'est sympa, mais on est quand même loin de Paris. En fait, les billets, ils coûtent cher. Ça coûte à peu près 200 € billets de train et j'y allais 1 à 2 fois par semaine. Donc c'était quand même un petit SMIC par mois, on va pas se mentir. Nos familles étaient loin et nos amis étaient loin. Et puis à un moment, on s'est aussi frité là avec ces gens. Donc à un moment, on s'est dit, bah, en fait là, il y a plus trop de sens de rester là. On avait commencé à chercher pour acheter, mais il y avait rien qui nous plaisait vraiment. Et en fait, mes parents sont partis vivre à Tours parce qu'ils pensaient qu'on allait vivre à Tours. Et en fait, on les a niqués. J'ai visité 7 maisons en une journée et puis on avait une. Bon bref. Long story short, on vit ici depuis quelque temps, à côté de Tours maintenant. Voilà, en face de moi, j'ai une grange et des vaches. Voilà, c'est vraiment ça. Et on a quelques voisins ici, mais très peu. Et sinon, vraiment, bah, si vous regardez mes stories là sur Insta, j'ai posté un truc hier. On est vraiment, on vit pas dans la forêt, mais on est vraiment dans la campagne encore plus que dans le sud parce qu'on vivait dans un lotissement dans le sud. Mais on avait une maison, on avait un jardin, on avait une vue sur la montagne. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour moi? Ça pourrait être cool que Yves y réponde aussi, mais pour moi, ce que ça change, c'est l'apaisement. J'ai envie de dire, il y a un truc qui s'est calmé, tu sais, parce que quand tu vis à Paris, bah en fait, t'as tout à dispo, ce qui est génial. Ce qui est génial, tu descends, t'as ton Franprix, ton Starbucks, tout ce que tu veux, t'as tout, mais c'est limite genre trop. Nous, on était arrivés à un point, gros problème des riches, on était arrivé à un point où on a pu se commander pendant des mois des Uber Eats midi et soir. Non, pas matin, midi et soir. Tu faisais des Starbucks le matin, c'est vrai. Enfin, on est arrivé à un stade où ça n'avait plus aucun sens. Donc, il y avait ce truc de surconsumérisme. Déjà, je suis consommatrice, hein, je consomme et tout. Mais il y avait un truc très, très, très de la surconsommation, du trop, tout de suite, tu vois. Et ça, c'est un truc qui nous a quittés très vite parce qu'on est arrivé dans le sud et qu'en fait, il y avait rien où on pouvait se faire. Si on pouvait se faire livrer quelques petites choses. Ici, on peut rien se faire livrer. Il y avait à l'époque, dans le sud, là, je crois, Domac et un autre truc. Donc, je pense que ça a été le premier truc tu sais, de ce calme de trop plein. Et puis le bruit, les gars, en vrai, franchement, ce qui a changé, c'est le bruit. On n'est plus happé par le bruit parce qu'on habitait dans le 9e, après on a déménagé dans le 15e. 15e, très sympa, mais en fait, t'as du bruit constamment à Paris. C'est très rare. Dans le 9e, il n'y avait pas de bruit, mais c'était épuisant. Donc là, bah, écoutez, je pense que vous entendez absolument rien. Donc il y a rien, il y a les petits oiseaux, enfin, c'est voilà. Il y a mon mec qui veut se déplacer et en fait, on s'est dit au lieu de flouter, de mettre la main et cetera, bah, voilà, en fait, là, il peut y aller, il y a pas de problème. Il a mis son casque de foutuesse et pas con, hein. Et il y en a dans la caboche, hein. Oui, parce que si vous écoutez cet épisode, il y a mon mec à côté et en fait, bah, pour éviter qu'on ne le voit pas parce qu'on n'a pas envie j'ai pas envie qu'on le voie, il a mis son casque de foutuesse comme ça, on le voit pas du tout.
Très malin, le gars. Pourquoi vous vous sociabilisez pas? Parce que vous voulez pas? Non, mais parce qu'en fait, on n'a pas de potes ici. Et dans le sud, on avait nos amis feu nos amis. Et puis après, on avait un peu nos voisins, mais c'était des voisins, tu vois. On se voyait de temps en temps. On s'était fait un tout petit peu des potes, mais un peu. Et ici, bah, ça fait depuis le mois d'août qu'on est là, tu vois. Donc c'est très jeune. Et il s'est fait des potes en fait au Foot US ici parce qu'il est dans une nouvelle équipe ici. Donc il s'est fait pas mal de copains quoi. Et puis en vrai, sinon c'est tout. Il y a nos voisins, mais on s'est vu quelques fois en apéro. Il y a notre architecte Juliette pardon qu'on aime beaucoup, mais on n'est pas amis, même potes. Je dirais même pas ça. C'est juste que je pense qu'on a un feeling, on a un truc cool, mais en fait on n'a pas le temps. Elle habite pas ici, etc. Là, là, là. Mais voilà, c'est tout. Donc non, quoique on s'est fait 2-3 fois des trucs avec des parents de meilleurs amis de notre fils. Donc on s'est fait des petits trucs, mais voilà globalement ce qui nous a changé. Et j'avoue, je pense que je reviendrai plus jamais, jamais, jamais en ville. En tout cas, ouais, on va pas dire jamais, mais j'ai pas du tout envie de revenir vivre à Paris parce que bah j'aime plus Paris. Non mais on se voit bourguer. Non mais j'aime plus ça parce que je trouve ça hyper stressant. Je trouve que c'est lunaire maintenant d'habiter les uns sur les autres. Je trouve ça lunaire les loyers, les gars, les loyers à Paris. Je trouve ça hallucinant pour de vrai. Dans le sud, on avait une maison, on louait, là on a acheté. On avait une maison qui faisait 115 mètres carrés et 400 mètres de jardin et c'était déjà cher, on payait 1 100 € et c'était déjà cher, tu vois. À Paris, enfin c'est lunaire, c'est hallucinant. Et puis voilà, le stress, les travaux, le bruit, enfin voilà, on n'a pas trop envie de continuer ça, quoi. En vrai, c'est vrai, je trouve qu'il y a vraiment ce truc du vide et du plein. Mais c'est pas du vide genre, si je me fais chier ici, pas du tout. Mais ici, en fait, on est tous les 2, on travaille tous les 2. Il est vraiment, enfin, si vous avez regardé le home tour, vous savez, mais on travaille ensemble, et c'est très calme quand on est à la maison. Et puis quand je suis à Paris, je vous dis, c'est timé de ouf. Donc voilà pour cette question-là. Pour celles et ceux qui nous écoutent, je réponds du coup en même temps aux questions des abonnés. Donc il y a quelqu'un qui a dit: «Où en est l'entraînement de l'Aerox?» Aïe, 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 aïe. Ah la boulette. Ah là 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 là, là tu touches la corde sensible. Je sais pas si je vais pouvoir le faire, j'espère que oui. Bah, j'espère que oui. Alors, en fait, pour celles et ceux qui ne savent pas, je me suis mise au sport non mais t'inquiète, je me suis mise au sport il y a, un peu plus d'1 an maintenant. Avec l'envie de découvrir le sport et d'aimer le sport. Je suis arrivée ici et en fait, en arrivant ici, j'ai fait un IROX, donc c'est une compétition de sport. Tu peux le faire seul, en duo ou en équipe, en relais. Et moi, je l'ai fait en relais, donc en team de 4. Et en fait, l'IROX, c'est 8 kilomètres de course et 8 ateliers, en gros. Donc en fait, c'est 1 kilomètre de course, un atelier, 1 kilomètre de course, un atelier. Quand je vous dis des ateliers, c'est 1 kilomètre de rameur. Après, tu as 1 kilomètre de ski erg, tu sais, c'est le truc que tu tires comme ça. Après, tu vas porter des poids pendant tant de temps. Tu vas faire des wall balls, tu sais, où tu dois faire des squats et porter et soulever, jeter une balle. Enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Donc ça, on était en 4 et c'était cool. Et je me suis dit, mais viens, je le fais en duo. Et donc, je me suis engagée pour faire 2 Aerox. Un avec mon coach et un avec mon mec. Un avec mon coach parce que lui, il en fait absolument tous les 2 mois. Il a fait les championnats du monde, il continue de faire les championnats du monde, et il est vraiment calé là-dedans. Et je me suis dit que ça pouvait être cool pour moi de commencer avec lui parce que bah il a l'habitude. Et donc en fait, quand tu le fais en duo, tu dois obligatoirement courir 8 kilomètres. Tu es obligé et de courir à la même allure que ton coéquipier parce que tu n'as pas le droit d'être plus loin, machin. Et après, c'est pas des ateliers, comment on appelle ça déjà? Des agrès, enfin je sais plus comment on dit. Tu manages avec ton coéquipier, coéquipière de qui fait quoi. Voilà. Donc moi je sais que je vais vachement me reposer sur Enrique, mon coach. Et puis après, mon mec a dit bah viens on en fait un tous les 2 parce qu'il était venu me soutenir à l'Aerox en novembre à Bordeaux. Il m'a dit viens on en fait un tous les 2 pour nos 10 ans. J'ai dit ouais grave. Bah, du coup j'ai dit oui grave, du coup on va le faire. Donc a priori je le fais au mois d'octobre avec mon coach et a priori au mois de novembre avec mon mec. Sauf que il y a quand même un sauf, c'est que mon mec il fait du football américain, c'est-à-dire qu'il est fort en muscles mais il est pas bon en cardio. Moi je suis pas bonne, point. Je suis pas forte en sport, ça fait qu'1 an que j'en fais. Et surtout, le run, les gars, c'est un enfer sur terre, à tel point où je me suis fait mal à la hanche ces derniers temps, à force de courir, mais courir.
Vraiment, je fais du fractionné et je cours. La dernière fois que j'ai couru, je faisais 4 minutes de run, 1 minute 30 de marche. 4 minutes de run, 1 minute 30 de marche. Et maintenant, j'ai mal à la hanche, donc il faut que j'aille voir un kiné. Bref, c'est relou, c'est pas intéressant, mais j'espère que je vais pouvoir régler ce problème-là. Maintenant, là, ça va un peu mieux parce que je ne fais plus de run, mais il va falloir que j'apprenne à courir parce que si je ne peux pas courir, je ne peux pas faire d'Aerox. Alors que le reste, je peux me reposer sur ces garçons. Donc voilà où on en est. Et puis là, en plus, vu qu'on part 3 semaines au Japon, eh ben, je vais moins m'entraîner. Donc voilà où on en est. Et j'aimerais pouvoir y aller, mais j'avoue, quand j'y pense, je me dis, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi d'avoir fait ça parce que je me sens pas du tout capable. Et mon coach, il m'a dit: «Oui, mais c'est un challenge. Si tu te sentais capable, quel est l'intérêt?» J'ai dit: «Bon point». Je lui ai dit: «Non, mais franchement, 8 kilomètres de run, je les ai jamais fait de ma vie, en fait». J'ai fait, je crois, 5 kilomètres maximum, mais en fractionné de ouf, donc voilà. Après le reste des trucs, bah, je sais qu'on va se dispatcher les non, mais je trouve que c'est n'importe quoi. Donc il y a très souvent avec mon coach, je lui dis: «Mais attends mec, c'est pas une bonne idée». Il m'a dit: «Mais pourquoi?» Je lui dis: «Bah, déjà tu vas te faire chier». Il me dit: «Mais ça c'est pas grave, moi je suis là pour qu'on le fasse ensemble, c'est un challenge et cetera». Donc bref, on en est là. Vois-tu une différence entre le Mounjaro et le Wegovy? Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis sous traitement pour perdre du poids parce que j'y arrivais pas. Depuis 2 ans, j'essayais de perdre du poids et j'y arrivais pas et que ça fait quand même des années que j'ai des problèmes de poids, d'estime, mais surtout de poids. On va pas parler de l'estime, hein, du poids, et que là, j'y arrivais plus. Donc j'ai commencé un traitement il y a 1 an. J'ai commencé ce médicament avec beaucoup de réticence et beaucoup de jugement et j'ai commencé Wegovy, c'est ça et long story short, pareil, j'ai perdu, 17 kilogrammes en 8 mois. Un truc comme ça et ça a mis du temps à s'installer, et depuis le début, je suis, voilà, en demi-teinte sur ce médicament, vraiment. En fait, j'ai quitté ce médicament pour, aller vers Mounjaro parce qu'il ne faisait plus en effet, donc je suis sous Mounjaro depuis le mois de janvier et en fait, en quittant Wegovy pour aller chez Mounjaro, bah, j'ai pris 3-4 kilos parce que, bah, j'ai quitté un dosage très haut pour un dosage très bas. Donc bah, ça voilà, j'ai pris 3-4 kilos, hyper vite quoi, vraiment très, très vite. Donc là, j'ai stagné et je stagne toujours et là, j'ai commencé un nouveau dosage, hier et c'est pour ça que j'étais pas bien aujourd'hui parce que du coup, c'est un dosage un peu plus fort et ça m'a donné des maux de tête, une fatigue énorme et cetera. Voilà où j'en suis. J'ai eu mon rendez-vous avec mon endocrino aujourd'hui, ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas parlé et en fait, on va aller jusqu'au bout de Mounjaro, bien que j'ai l'impression que je sois moins réceptive à ça qu'à l'autre. Et j'ai très peur d'arrêter ce médicament. Voilà, j'ai très, très peur parce que j'ai très peur de reprendre le poids que j'ai perdu. D'ailleurs, on l'a bien vu, hein, j'ai pris 3-4 kilos en passant d'un traitement à un autre. Ce traitement se prend à vie, me dit-on dans le chat. Eh bien, ça dépend, des regards là-dessus parce que chacun, y va de son conseil et de son avis. Mon endocrino, je lui ai posé la question tout à l'heure. Elle m'a dit: «Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez prendre sur le long terme, à voir parce que peut-être qu'on l'arrêtera un moment, peut-être qu'on va redescendre les doses». Enfin bref, on n'en sait rien encore. Pour l'instant, on n'y est pas, mais et il y en a qui disent: «Faut absolument pas le prendre toute la vie, tu le prends juste le temps de ta perte de poids et ça se termine». Voilà, je sais pas trop. Je sais qu'on a vachement de recul sur ce traitement, cette molécule du GLP-1 parce que c'est là depuis hyper longtemps. Ce dont je me rends compte depuis que j'ai perdu du poids, c'est que attendez, je réfléchis un peu et j'ai envie d'être honnête avec vous, j'ai pas envie d'arrondir les angles, si je puis dire. En vrai, je crois que je me trouve un peu plus jolie, bien que ça me fasse chier de dire ça parce qu'en fait, pour moi, tu peux être très belle en étant grosse, mais je me trouve un peu plus jolie et je me sens vachement plus légère dans plusieurs sens du terme. Pas que légère physiquement, parce que je reste, quelqu'un d'obèse, hein, paraît-il dans l'IMC et voilà. Oui, bah, oui, forcément, enfin, je fais plus de 100 kilos, donc bien sûr que je le suis, mais je sais pas, je me sens plus légère, je m'accepte mieux, je me sens je sais pas, en fait, j'ai l'impression de m'être dégagée, de m'être allégée de certaines choses et de moins bizarrement, être moins sur mon physique. Je me questionne moins sur, à quoi je ressemble. Et en fait, là, tu vois, je me fantasme pas mince du tout. Tu vois, je me fantasme pas du tout, en faisant 60 kilos. Enfin, tu vois, je suis pas du tout, dans cette, optique-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans le chat, «Comment tu as vécu les critiques?» C'est ça, quand on fait des vidéos, des épisodes ensemble et tout, comment on vit les critiques. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, nous avons fait, plusieurs épisodes ensemble. Très souvent, il y a des personnes qui émettent un regard, sur lui, sur moi. Ah oui, c'est ça, c'était sur notre dernier épisode où on a écrit: «On s'aime». Je sais plus quoi, c'était quoi le sujet? Le titre, c'était genre: «On s'aime, 9 ans qu'on est ensemble et alors?» Enfin, je sais plus exactement. En fait, on répondait à des questions et il y en a plein qui trouvaient que j'étais soit castratrice, ou soit lui c'était un connard. Enfin bref, tu vois, t'avais à peu près plein de regards différents. Qu'est-ce que ça nous fait? Tiens, réponds Yves, qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça te fait de voir ces critiques, de voir ces messages-là pour de vrai? Sans faire de blagues parce que je te connais.
Rien. Non mais pour de vrai. Je m'en fous totalement. Non mais il y a pas un... Je m'en fous, mais alors totalement. Genre ça te fait marrer, ça tu trouves ça ridicule. C'est un courant d'air. Ah ouais. Ah ouais. Il y a pas un truc où ça vient un peu te genre ah putain ils ont dit ça c'est pas cool ou genre ah ouais ah tiens c'est marrant. Plus les tournures qui vont me faire rire, mais ça ne m'affecte pas, ça ne remet rien en cause, ça ne me fait pas réfléchir, rien. Voilà. Le vent nada. Le vent nada. Moi ça me fait rien non plus. Je vous avoue ça me fait pas grand chose parce qu'en fait on est tellement au clair sur notre relation que en fait ce que les gens peuvent projeter sur les autres, ça ne concerne que les autres, voilà. Les gens qui disent ouais ton mec il est comme ça, ouais je trouve que c'est un connard ou toi t'as l'air hyper castratrice, c'est vos regards, vraiment c'est vos regards, ça appartient aux autres et nous on n'est pas d'accord avec ça. Mais en fait, on s'en fout. On n'est pas là pour plaire, on n'est pas là pour déplaire. On est là pour répondre à des questions, pour exposer des choses que les gens n'exposent pas toujours. Et c'est sûr que quand tu t'exposes sur Internet, tu t'exposes à des retours. Et on le savait, on le sait. Et puis on le sait très bien que quand on met des extraits, des reels, on sait très bien les trucs qu'on choisit parce qu'on sait que ça va un peu parler, etc. Donc je pense qu'il y a tellement de respect et d'amour entre nous que voilà. Et puis évidemment, on montre qu'on a bien envie de montrer. Ça fait pas très longtemps que on s'expose ainsi, bien que on ne voit pas Yves, d'ailleurs Yves ne se prénomme toujours pas Yves, hein, si vous le savez pas. Mais donc voilà, donc en fait, j'ai envie de dire vraiment cette phrase, les gars. Mais retenez-la bien, mais tant pour moi que pour vous, et surtout pour vous, la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Ça ne te concerne pas. Si tu me trouves que si t'as l'impression que je suis pédante, que je suis une connasse, que je suis géniale, c'est que la vie des gens. Ça ne me concerne pas. Donc c'est des gens qui projettent des choses. Comme moi, je peux venir te juger et dire tiens toi je trouve que t'es comme ça. Ça ne te concerne pas. C'est moi qui te vois de cette manière-là. Donc il y a des choses où on a de la confiance, où on est hyper serein sur certaines choses, et là-dessus, on est très au clair en fait sur notre relation. Donc si des gens trouvent que c'est un connard ou que je suis une connasse, eh bien, j'ai envie de te dire, tant pis, tant mieux. Voilà. Si tu devais recommander un épisode parmi tous pour quelqu'un qui ne connaît pas le podcast, ce serait lequel ? Je pense que ce serait celui de Mon mec et moi pour de vrai, parce que je trouve qu'il est hyper fort. Ça s'appelle Pardonner l'infidélité, parce que nous avons traversé ça dans notre couple et surtout, il a pris la parole. C'est la première fois qu'on l'entend et on est encore ensemble, donc je sais à quel point l'adultère c'est quand même un sujet un dos quoi. Donc je trouve que ça c'est l'un des épisodes et puis enfin en vrai il y en a plein, il y en a tellement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse mais vous savez que potentiellement, enfin j'en sais rien, on part en tournée avec le podcast en septembre et en octobre. On fait une toute petite tournée sur la sexualité et d'ailleurs l'adultère sera l'une des thématiques et ce sera la thématique à Paris au Trianon et donc voilà, les 5 thématiques ça va être les sexualités libérées, donc c'est-à-dire tout ce qui est hors des sexualités vanille, donc le BDSM, le tantrisme, tous les trucs un petit peu différents et surtout qu'on croit connaître ou qu'on juge mal. Donc ça va être ça. L'épisode oui, c'est un épisode, mais c'est un live où on va parler de l'adultère, à partir de quand commence la tromperie, qu'est-ce que c'est tromper, est-ce qu'on peut rester avec quelqu'un qu'on a trompé ou qui nous a trompé, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un en ayant trompé. Enfin voilà, on va aborder vraiment tous ces sujets-là. Je pense que mon mec interviendra aussi. L'autre qu'on a appelé baiser à tout prix, parce que moi j'ai vachement traversé ça et je sais que beaucoup de femmes traversent ce truc où tu penses que en te donnant dans la sexualité, on va t'aimer, ou même quand tu es en couple, on te dit de satisfaire ton conjointe et donc qu'est-ce que ça vient questionner. L'autre on l'a appelé cœur VSQ, donc c'est vraiment tout ce qui questionne sur les relations j'allais dire des plans cul, des relations où il y a pas de sentiments, mais qu'est-ce que ça fait en fait quand tu es dans une histoire où l'autre n'a pas de sentiments mais que toi tu en as, qu'est-ce que ça fait au corps d'être dans des histoires de plans cul. Enfin voilà, on va venir questionner tous ces trucs-là. Et le dernier que j'ai oublié, c'est la sexualité dans la parentalité, puisque tout est dit dans le titre. Tout est dit dans le titre. Les places, elles sont vous tapez podcast tour Juliette Katz et vous trouvez tout ça. L'idée, c'est que on puisse vous donner la parole, qu'il y ait un micro qui circule, qu'il y ait des sondages, des machins, etc. Et surtout, on va avoir des invités qu'on n'aura nulle part ailleurs. On va aborder des sujets qu'on n'abordera pas ailleurs. Et je raconterai des choses hyper intimes. Donc, je pense que ça peut vraiment valoir le coup de venir si vous aimez le podcast. Si vous aimez, voilà. En vrai, franchement, je trouve que c'est pour les gens qui adorent le podcast. Si vous avez envie qu'on se rencontre pour sortir un peu d'Internet et des écrans et tout, moi, j'ai besoin de
de vrai aussi, parce que je viens quand même de la scène et tout, donc voilà. C'est la seule fois que j'en parlerai sur scène, c'est la seule fois qu'on abordera ces sujets-là sur scène, donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos places. Podcast. Est-ce qu'avec ton équipe, vous avez pensé à faire un épisode du podcast en mode que sont-ils devenus pour avoir un update de leurs histoires? Eh bien, Amandine, laisse-moi te dire que nous avons enregistré un épisode avec une personne où ça sort bientôt. Mais je peux vous le dire d'ailleurs parce que je vais rien vous spoiler. Nous avions fait un épisode que nous avions nommé Être la maîtresse. Et c'est un épisode qui vous a vachement plu, je pense, au vu des écoutes. Ça a beaucoup questionné. Donc, si vous n'avez pas écouté cet épisode, allez le faire parce que c'est pas juste une meuf qui devient la maîtresse de quelqu'un. C'est toute une histoire. Voilà, c'est toute une histoire assez ouf, vraiment assez ouf qu'elle vient raconter. Alors, elle se montre pas, mais elle raconte un truc de ouf. Et donc, elle est revenue dans le podcast. Et c'était incroyable. C'était incroyable, ça sort là dans quelques semaines. Et donc ça, c'est des trucs qu'on a envie de refaire petit à petit, de reprendre. J'ai un peu les frissons quand je vous en parle parce que j'adore cette idée de refaire venir des gens qui sont venus dans le podcast de quid, t'en es où? Raconte-moi ta vie. Donc je trouvais que ça avait vachement de sens de le faire avec elle. Donc ça sort là dans quelques semaines et c'est ouf ce qu'elle est venue raconter et c'est incroyable. Est-ce que tu t'es formé à la conduite d'interview avant de lancer ton podcast ou tu as appris en autodidacte? Non, je n'ai pas du tout fait de formation ni quoi que ce soit. Déjà parce que je suis pas journaliste, voilà, et je me positionne vraiment comme quelqu'un qui n'est pas journaliste. Je défends presque ce truc-là. Je défends un truc de spontanéité et de je suis un peu une personne comme toi qui a envie de découvrir des choses des gens. Et c'est bien pour ça que je travaille avec des rédac chefs depuis 3 ans. Il y a eu 3 rédac chefs et c'est pour ça que je travaille avec des gens pour avoir ce côté spontané et que en plus les rédac chefs ils sont là aussi pour driver les épisodes. Non, donc je n'ai pas fait de formation, mais par contre j'ai appris au fur et à mesure de ces années-là que il y a des choses à dire, à pas dire, tu vois, à amener un peu de toi, mais pas complètement. Et encore une fois, vu que je me positionne pas comme une journaliste, j'ai vachement envie d'amener du moi, tu vois, et d'amener un truc authentique et vrai où je suis comme avec des potes en fait. Comment tu te sens en ce moment, Juliette? Eh bien, je me sens pas très bien, pour être honnête. Je me sens pas super bien. En fait, je pense à quitter Yves. Encore une fois. Non, je me sens pas très bien parce que je me sens très, très angoissée en ce moment. Parce que je vois que le métier que je fais, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais le métier que je fais, il me trigger beaucoup. Parce que les métiers qu'on fait, je vais parler en mon nom, on est dans un métier d'image et dans un métier de statistique. Mon métier, ça va faire 10 ans en juin que je fais ce métier de création de contenu. Il est basé sur vos vues, vos likes, l'engagement, les clics, tout ce genre de choses. Et il y a eu des périodes dans ma vie où j'arrivais vachement à prendre du recul avec tout ça, où ça m'impactait pas du tout. Et puis il y a eu un switch où ça a commencé vachement à m'impacter. Et en fait, je vois que ça l'est vachement en ce moment. Mais quand je vous dis en ce moment, ça fait des années que ça l'est. Depuis que le podcast existe, au tout début, tu vois, genre les statistiques, tout ça ne prenait pas trop de place. Et puis ça a commencé à prendre de la place depuis une petite année. Les vues, les likes, tout ça, après c'est par phase, tu vois. Il y a des moments où on marche mieux, où les gens nous regardent plus qu'à d'autres moments. Enfin, chez moi en tout cas. Encore une fois, je ne parle pas au nom des autres, mais que chez moi, ça vient toucher ce truc de si on me regarde, je suis validée. Si on me regarde pas, je suis pas validée. Je suis qu'une merde. Voilà comment je me sens concrètement, et c'est inhumain, c'est pas possible de penser comme ça. Ma valeur, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ma valeur, elle réside vachement sur les likes et tout ça. Et c'est pas possible. En fait, c'est pas possible parce que, genre, c'est pas parce que t'as 10 000 likes, 500 000 likes ou 2 likes que tu t'es une meilleure personne ou une moins bonne personne. Mais voilà, si je suis honnête, bah moi j'ai un peu ce sentiment-là que bah quand mes projets ne fonctionnent pas ou quand mes publications ou mes stories ou mes vidéos ou mes podcasts ou peu importe ne fonctionnent pas, je me dis bah je suis qu'une merde et c'est la honte. Voilà, je me dis que c'est la honte et je sais à quel point je suis pas la seule à penser comme ça. Il y a aussi une réalité que tu n'as plus. Oui, tout à fait. Et que en fait, des fois, tu te rends pas compte. Si moi demain je commençais une chaîne YouTube, enfin, je l'ai vu, j'ai testé des trucs de mon côté, etc. C'est compliqué de faire des vues, c'est compliqué d'être liké, etc. Et en fait, toi, tu te rends plus. Mais bien sûr, mais 10 ans ou pas, je pense que tu te rends plus compte des chiffres. Et qu'en fait, des fois, tu vas avoir des stats qui sont très bonnes, et parce que c'est des vraies personnes, et en fait, tu vas dire, ah ouais, mince. Alors en fait, je veux dire, mais en fait, c'est très bien. Et même les gens autour de toi dans ton équipe, ils disent, mais c'est très bien. Et toi, tu dis, ouais, mais... Tu vois, mais de toute façon, tu le dis très bien, parce que tu as ce truc où des fois, quand tu vas avoir une stat qui va pas être bien pour toi, tu vas dire, ah ouais, non, machin. Et quand ça va être une stat qui va être bien, tu vas dire, eh bah ouais, je sais.
Tu vois, il y a un peu ce truc où tu dis ça. Mais c'est aussi, je sais que t'as conscience de ça, mais t'as aussi un truc où t'es pas dans de l'ambition de faire les choses. C'est-à-dire que tu, tu as eu cette chance par le talent et par la chance aussi que les choses tombent bien pour toi au niveau de ta notoriété, etc. Et du coup, t'es pas une entrepreneuse, entre guillemets. Donc du coup, tu t'es dans ce... Non mais quand je dis une entrepreneuse, tu vois ce que je veux dire. Mais quand je dis ça, attention, je dis pas que t'es feignante et tout, pas du tout. Mais t'es pas dans ce truc d'entreprendre, dans le sens où t'es dans un paradoxe à te dire, ah, ça va pas marcher, mais en même temps, j'ai pas envie d'activer des choses pour que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu penses que ça va tomber tout seul, alors qu'en fait, ben, comme pour toute chose, ton métier ou pour tous les gens là qui sont sur le live et qui travaillent, ben, en fait, il faut aussi mériter les choses et il faut aussi travailler pour avoir les choses. Il n'y a pas que de la chance dans la vie, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Non, non, mais tout à fait. En fait, je trouve que ce qui est compliqué dans ce milieu-là, c'est qu'il y a tellement de concurrence et il y a tellement de statistiques qui peuvent tout péter. Enfin, tu vois, tes projets, ils peuvent tout péter en 2 secondes ou pas. Que, en plus, quand t'as vécu un truc où ça a hyper bien marché, que tu t'es habitué à certaines statistiques, que là, tu vois, tu les vois un peu moins là, bah forcément, ça vient toucher un truc en toi. Mais après, c'est sûr que quand j'en parle avec mon agent, enfin avec mes agents, mais c'est jamais assez. C'est jamais assez. Il y a toujours ce truc en moi où je me dis, il faut que ce soit toujours plus. Et puis surtout, il y a un autre truc, c'est que moi, je suis très mauvaise pour me vendre. C'est un truc, bah vous l'avez bien vu, vous l'avez bien vu à l'instant. Mais je suis très mauvaise pour me vendre. Je n'aime pas communiquer sur un truc de, hey, salut, venez me voir, n'hésitez pas à prendre vos places. Je trouve qu'il y a un côté vendeur de tapis, mais que je vois pas chez les gens, hein, que je vois uniquement chez moi. Donc, je suis dans un cercle vicieux de merde où je me dis, je veux pas en parler parce que je veux pas saouler les gens, mais si j'en parle pas, les places ne se vendent pas. Donc voilà, j'essaye de faire petit à petit, je prends sur moi et surtout les choses, je suis en train de changer de regard sur tout ça, mais j'avoue que j'ai un peu hâte de partir et de couper d'internet en fait. Tu vois, j'ai besoin de couper d'internet parce que je me sens moins créative, parce que je me sens à fond sur les statistiques, parce que ça vient tellement jouer sur ce truc de valeur et de désirabilité que j'ai besoin de couper, quoi. Donc voilà, je me sens pas... Oui, si, je me sens pas très bien. J'ai fait des crises d'angoisse. Si, je vais pas mentir. Je vais pas faire genre... J'ai fait des crises d'angoisse où il y a quelques jours, je me suis réveillée en pleine nuit où j'arrivais plus à m'endormir parce que je pensais qu'à ça. Et voilà, donc c'est pas évident. Oui, je pense qu'il y a trop de pression, mais c'est moi qui me la fous. Personne me la fout. Personne me la fout. J'ai de la chance d'avoir une équipe où personne me fout la pression. Genre mes agents, elles vont pas me dire, il faut que tu fasses cette collab. Jamais de la vie. Enfin, si c'était ça, je me serais barrée depuis bien longtemps. Non, à aucun moment, en fait. Je suis vraiment face à des gens qui m'écoutent, tu vois, même je refuse des gros budgets, enfin, elles vont pas m'engueuler, personne me fout la pression à part moi, quoi. Pardon, je vous ai répondu très, de manière complète sur comment je vais en ce moment. Je ne vais pas très bien à cause de ça, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de place. La sexualité dans un couple, c'est tout un dos, c'est important d'en parler. Je suis dans la configuration où mon mec a beaucoup moins envie que moi, et ça a tendance à me peiner, puisque je le prends personnellement, ce que je ne devrais pas faire, et je ne me sens pas désirée. Oui, voilà ce truc-là, tu vois. La sexualité dans le couple, mais vraiment, genre, on le traverse tous et toutes quand on est en couple et quand on a traversé des trucs où on n'était pas dans des équilibres sexuels et on dit rien parce que c'est la honte et parce que du coup si t'en parles pas, si tu dis bah en fait moi c'est mon mec qui a pas envie et moi j'ai envie, ah ouais du coup t'es nymphomane, il y a des déséquilibres et il faut en parler. Donc bah franchement viens sur le live de la sexualité dans la parentalité parce que c'est exactement ça dont on va parler. Et parce que sexualité dans la parentalité oui, mais sexualité dans le couple en fait. On va évidemment évoquer qu'est-ce que c'est que de mettre un enfant au monde et de plus devenir un couple, mais un couple parental, mais qu'est-ce que ça vient jouer dans le couple en fait. Donc moi je trouve que c'est des sujets qui ont trop d'importance quoi, trop d'importance. Et en plus de ça, je trouve que c'est hyper important qu'on s'empare de la sexualité, qu'on ne la subisse plus parce que franchement, si tu regardes les films porno, bah les meufs elles s'en prennent plein la gueule et vraiment dans tous les sens du terme. Et why not? Franchement, moi je suis très ouverte à ça, mais ce serait bien que c'est aussi parce qu'on le désire et pas juste parce que on voit la sexualité comme ça et c'est comme ça et il y a pas d'autre possibilité. Donc voilà, ça m'anime beaucoup. Excusez-moi. Je vous le dis les gars, mais on est en train de sélectionner un casting aux petits oignons quoi. Des castings avec des gens où t'es genre waouh putain, c'est incroyable, je savais pas que ça existait, il faut trop qu'on en parle, des personnes qui sont prêtes à en parler librement. Vraiment, si vous avez envie de découvrir des choses ou alors sortir vous-même de vos propres cases dans lesquelles on se met naturellement, venez parce qu'on va vraiment aborder plein de choses qu'on n'aborde pas trop en vrai, quoi. Question complexe, tu ne trouves pas que ce sont les personnes qui ont besoin d'aller voir un psy qui nous causent les traumas et qui nous mènent à voir un psy? MDR, oui. Bah déjà, en vrai, je pense que toutes les personnes devraient aller voir quelqu'un. Je pense que ce serait bien
pour soi et pour les autres, parce que en fait on nous apprend pas ce que c'est les émotions et les sentiments, on nous apprend pas à gérer nos émotions en vrai. Et très souvent on voit le suivi thérapeutique avec un psy, enfin peu importe quel modèle j'allais dire, on pense tout de suite que c'est pour les fous et en fait tu te rends compte que non, c'est juste qu'on a tous des traumas, on a tous des choses, on n'a pas tous des traumas, on a tous des choses qui nous embêtent, qui nous perturbent, qui nous agacent, qui nous blessent et que parfois tu ne peux pas t'aider toute seule, et que en fait avoir des proches avec qui parler c'est génial, mais avoir un professionnel avec qui tu peux te sentir libre et avec qui tu peux parler librement, quel bonheur, en fait, vraiment quel bonheur. Et moi, j'en ai vu beaucoup et je me rends compte maintenant que ça fait partie de ma vie. Et je peux vous le dire, hein, mon mec, qui faisait un peu partie de cette team bah moi, j'ai pas besoin d'aller voir un psy, ça m'intéresse pas, je ressens pas, je me sens pas fou, machin, et cetera. Et que quand on a traversé ce qu'on a traversé, il a vu quelqu'un pendant 3 ans et ça lui a fait beaucoup de bien. Et depuis, il a recommencé un travail avec un psy, mais c'était vraiment son désir, donc je vois bien que les choses peuvent bouger chez les gens, quoi. Donc oui, en effet, les gens qui ne vont pas voir des psys, c'est très souvent des gens qui ont besoin d'aller voir des psys. Ça, je suis bien d'accord. Tu peux nous parler de ta peur que ton fils te reproche des choses, s'il te plaît? Oui, Amélie, écoute, il y a quelques temps, il y a quelques années, c'était ma vraie crainte, j'avais vachement peur que mon fils me reproche des choses, que voilà, qu'il me reproche des choses et même quand j'étais enceinte, ça s'était vraiment emparé de moi. Ça prenait beaucoup, beaucoup de place. Maintenant, c'est en train de changer parce que, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, franchement. On essaye d'être les meilleurs, parents, qu'ils soient pour lui. Évidemment qu'on chie dans la colle parfois, qu'on faute, qu'on faillit à la tâche, qu'on s'énerve un peu trop parfois, tout ça évidemment. Mais en fait, je pense que quoi qu'il arrive, il y aura des choses qu'il me reprochera plus tard. Parce que c'est aussi le rôle des enfants avec leurs parents de leur dire tout le monde ne fait pas ça bien sûr, hein, mais on est beaucoup en fait à reprocher des choses à nos parents. Peut-être pas à leur dire, mais en tout cas à le vivre. Donc je sais que ça fait partie aussi du job, mais j'essaye un maximum, voilà, je m'excuse face à lui, tu vois, quand je merde, quand je m'énerve, et puis on le questionne beaucoup, tu vois? On lui demande beaucoup comment lui il se sent, comment ça va. Après il a 4 ans et demi, donc il peut pas évidemment on peut pas avoir des longues discussions, à son âge-là, mais voilà. Et non, il ne me rejette plus. C'est vraiment une phase qui a duré, c'était dur, hein, putain. Ça a duré 1 an et demi et il m'a vachement rejetée, en fait. Il était vraiment dans le rejet total et il était à fond avec son père et moi j'étais, ouais, il s'intéressait, enfin, c'est pas qu'il s'intéressait pas, mais c'est qu'il me rejetait beaucoup et c'était tellement difficile, tellement, tellement difficile parce que ça venait justement questionner ce truc chez moi enfin, tu vois, du fait qu'on m'aime, que ce besoin, que j'ai ce besoin, oh, j'arrive plus à parler, mais que j'ai besoin qu'on m'aime et là, ça venait justement toucher à cette corde hyper sensible et vraiment, je vous le dis, hein, encore une fois, si vous écoutez, si vous regardez cet épisode et que vous traversez ces choses-là, c'est vraiment des choses qui passent, en fait. Tout passe, tout passe, tout passe. Vraiment, cette phrase de «tout passe», elle est tellement ancrée en moi maintenant. Franchement, on le voit, hein, qu'il y a des phases vachement plus compliquées qu'à d'autres moments. C'est quoi pour toi la définition de l'amitié? Alors, pour moi, la définition de l'amitié, c'est des gens avec qui tu te sens complètement, complètement à l'aise et avec qui tu peux parler de tout. Avec qui tu peux aborder, c'est des gens qui vont te remettre en question, qui vont être en désaccord avec toi, c'est des gens avec qui tu te sens bien, en fait, quoi. C'est des gens, avec qui tu n'as aucune gêne, avec qui tu peux, qui connaissent des choses profondes de toi. Je pense que ma définition de l'amitié, elle a vachement changé avec le temps, parce qu'avant, pour moi, l'amitié, c'était un truc genre méga fusionnel où on devait tout le temps se voir, se parler. Les choses ont évolué parce que je vois bien que j'ai des relations maintenant avec certaines personnes où c'est des amis. Je pense à quelques personnes comme ça, que je vois peu, que j'appelle peu, mais que j'aime profondément parce que c'est des gens qui comptent depuis longtemps, parce qu'on a pu traverser des choses, tu vois? Où j'ai pu être présente, quand il n'allait pas bien et quand, moi j'allais pas bien. Parce qu'on a un souvenir, un passé ensemble, tu vois? Donc je dirais que c'est ça l'amitié. Pour moi, l'amitié, ça se construit vraiment avec le temps et je peux pas dire, qu'une personne est mon amie alors que ça fait genre 6 mois qu'on se côtoie. Typiquement, tu vois, ça fait un petit temps, je pense à cette personne avec qui, que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Poppy Fusée, qui est une chanteuse et où on se parle beaucoup, beaucoup, beaucoup par message vocal. On se fait des longs messages vocaux de 15 minutes et finalement, on s'est vu que 2-3 fois parce qu'on n'habite pas, à côté l'une de l'autre. Mais c'est une personne, avec qui j'adore discuter, vraiment, parce que je trouve qu'elle a un regard hyper juste sur des choses, parce que elle amène des réflexions, des pistes de réflexion que j'avais pas, parce que sa vie m'intéresse, parce que je la trouve douce, parce qu'on traverse des choses communes et que, tu vois? Mais alors le mot ami,
peut-être que c'est en train de devenir une amie, tu vois, parce que ça fait longtemps qu'on communique. Et puis j'ai aussi accepté de me séparer de certaines relations. Et je ne parle pas de cette relation-là dans le sud, mais j'ai accepté de me séparer. Et quand je dis accepter, c'est parce que vu que moi, vous avez compris que mon dos, je sais que j'ai besoin qu'on m'aime. Du coup, je peux accepter, si tu veux, qu'on me traite, d'accepter que parfois les relations ne soient pas vraiment présentes, que ce soit à sens unique, etc. Et j'ai décidé que je voulais plus ça. Et pourtant, j'ai plus de colère, tu vois. Mais donc, le mot amitié, il a un sens important chez moi. Je pense à plein de gens, en vrai, moi, je pense à plein de gens qui sont des amis en devenir ou en cours d'eux, quoi. Donc voilà. Est-ce que c'est normal de pas réussir à faire le deuil d'une amitié 10 ans après? Je pense qu'il y a pas de normal ou d'anormal, en fait. C'est que si ça fait 10 ans que tu as vécu ce deuil-là et que tu ne l'as pas accepté ou traversé, c'est parce qu'il y a des choses, à mon avis, c'est que ça vient toucher des choses en toi qui sont très profondes et que ça vient toucher à des choses que t'as pas encore processées, tu vois. Parce que j'en ai absolument aucune idée, donc ça c'est un truc que je projette, mais que tu t'es senti trahi ou que t'as l'impression qu'on t'a trompé ou que je ne sais pas, tu vois, mais qu'à mon avis, si ça fait 10 ans, c'est parce qu'il y avait des choses que peut-être tu as trop donné de toi et que enfin, j'en sais rien, mais à mon avis, c'est que tu les as pas processés, tu vois? Yves, il en pense quoi? Est-ce que lui aussi, il a des amis? Oui, lui aussi, il a des amis. Alors là, je vais parler en son nom. Lui, c'est vrai qu'on n'a pas la même vision de l'amitié, mais peut-être parce que c'est un mec et que je suis une meuf, parce que j'ai l'impression que les mecs, ils sont quand même vachement plus, ils sont moins regardants, tu vois? Alors oui, lui, il a des amis, bien sûr qu'il a ses amis, il a son crew d'amis depuis des années. Vraiment, genre, ils sont je sais pas combien, mais il a vraiment genre son crew d'amis. C'est vrai que depuis qu'on a quitté Paris, ils se voient beaucoup moins. Ça n'empêche que ça reste ses amis. Mais Yves, il a quand même ce truc que je trouve vraiment très chouette, c'est que c'est pas du tout quelqu'un de merde, le mot merci, il est pas du tout rancunier, mais genre pas du tout. Et au-delà de ça, il retient pas le négatif trop chez les gens, que ce soit dans sa famille ou dans ses amis. Il essaye de pas tout le temps dire: «Ah putain, il s'est passé ça, il s'est passé ça» et puis: «Ah vas-y, du coup, je vais arrêter». Il va constater du truc de: «Bah putain, en fait, ça c'est difficile, mais bon, vas-y, OK, allez, on a chacun nos trucs et tout». Donc oui, il a ces amitiés-là et après lui, il ressent pas le besoin, tu m'arrêtes, hein, mais que il a pas ce truc, tu sais, de, j'ai besoin d'avoir mes amis avec qui je parle tout le temps parce qu'en fait, il a moi et il a sa psy. Donc il ressent pas ce besoin, tu vois, d'échanger sur des trucs absolument. Et puis surtout, on reçoit quand même pas mal de gens à la maison, donc c'est peut-être pas ses amis, mais c'est des gens qu'il apprécie. Et puis il a ses mecs, tu vois, au foot, donc il voit peu ses amis, mais finalement ça lui convient. Il s'est un peu, et c'est peut-être parce qu'il s'est habitué à la situation aussi, franchement. C'est une bonne question. Est-ce qu'on doit forcément oublier pour pardonner et inversement, est-ce qu'on doit forcément pardonner pour oublier? Moi, je crois pas. Quand tu dois faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, tu sais, tu passes par plein d'émotions, tu sais, la colère, la tristesse, le déni, machin, etc. Et en fait, je pense que le mot pardonner, oui, mais en fait, le mot, vraiment le mot pardonner, il est hyper fort et en fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point il a un impact, ce mot-là, tu vois? Genre, si typiquement, je te prends l'exemple de pardonner la tromperie, tu vois, qu'on a vécue. Au final, je suis pas certaine de l'avoir vraiment pardonné, puisque je vois bien que ça me traverse encore et que ça me titille encore. Donc il y a quand même un endroit, tu vois, qui est pas complètement pensé, quoi. Donc je pense que c'est important, si tu veux passer à autre chose, d'accepter ce que tu as traversé, d'accepter ta part de responsabilité, d'accepter où est-ce que ça a pu te toucher, qu'est-ce que ça a pu toucher et pourquoi. Mais en effet, je pense que quand tu gardes une certaine forme de colère ou de rancœur, c'est hyper dur, en fait. C'est hyper dur de se séparer, tu vois? Le terme oublier est d'ailleurs mal utilisé car tu ne peux pas supprimer un moment de ta tête comme ça, tu vis juste avec. Ouais. Tu vas réussir à faire un épisode avec tout ce qu'on a dit, j'espère. Peut-être que ça va être un épisode de bordel, mais on a l'habitude, hein, j'ai l'impression avec les épisodes solo. Et encore une fois, j'avais pas envie de vous parler de mes échecs parce que ça aurait été peut-être un peu trop sombre, trop deep, négatif, quoi, parce que le dernier épisode solo, je vous dis, il était pas hyper joyeux et que ça me fait du bien aussi de parler avec vous, quoi, d'échanger avec vous. Je trouve ça cool. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que cet épisode vidéo et audio vous a plu. Si vous aimez, écouter des épisodes où on échange entre nous, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch. Vu que je reviens sur Twitch, n'hésitez pas à revenir.
manière. Non, n'hésitez pas à me suivre. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté et suivi ce petit moment-là ensemble. Et merci pour votre présence. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter de vous lancer des fleurs. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis on se revoit. En tout cas, on se réécoute la semaine prochaine. Salut! Podcast.